Bienvenue à cette table ronde sur la construction bois au service de la frugalité des logements. Je reçois Julien Pemzec, président du directoire de Woodeum. Julien, bonjour. Bonjour. Je reçois également Caroline Delgado-Rodos, directrice générale de REI Habitat. Alors, Caroline, pouvez-vous nous présenter en quelques mots REI Habitat ? Bien sûr. Alors, REI Habitat, c'est un promoteur qui a été créé il y a 10 ans avec la conviction qu'il fallait travailler différemment dans le bâtiment et réduire drastiquement l'émission de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un promoteur aujourd'hui qui travaille principalement sur des logements collectifs en bois. Et la particularité, c'est qu'on travaille avec la filière française du bois. Et on est le seul promoteur qui est labellisé Bois de France et certifié PEFC. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous et on aura l'occasion d'y revenir. Et puis REI rentre dans dans une nouvelle aventure, puisqu'il y a depuis la fin de l'année dernière l'entrée au capital de AXA. AXA. Exactement, AXA et Emery & Lassalle qui est rentré au capital, et donc c'est quelque chose de très important pour le futur développement. Un gros actionnaire de référence pour vous, en effet. Exactement. Même position pour vous, Julien Pemzec ? Oui, Woodeum existe depuis 2014 et donc nous avons créé cette société donc, avec Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic avec l'ambition en fait, de proposer un promoteur différent qui fait un pas de côté, tout à fait préoccupé par l'enjeu de la réduction de l'empreinte carbone de l'immobilier, avec à l'époque un peu un choc collectif de découvrir que l'immobilier était coupable de 25% des émissions de carbone et représentait donc un levier de progression gigantesque. À partir de là, une aventure qui démarre autour du bois, où on s'est spécialisé autour de ce mode constructif en utilisant principalement le bois massif pour pouvoir s'attaquer à de l'immobilier grande échelle. Et donc aujourd'hui, on a Quand vous dites immobilier grande échelle, grands ensembles. Des grands ensembles, comme des grandes opérations de bureaux, comme l'Arboretum par exemple, qui fait près de 130 000 m². Et puis aujourd'hui, on a mis en travaux et livré un peu plus de 1700 logements et 2 hôtels. Donc ça nous donne aussi un bon retour d'expérience sur les vrais bénéfices du bois, ce qu'on peut en faire. Et j'ajoute aussi que l'ensemble de nos opérations sont labellisées bâtiments bas carbone, ce qui est aussi le témoin clair de notre engagement de réduction de l'empreinte carbone, pas seulement en phase construction, mais aussi en phase exploitation. Tout à fait. Alors, vous parlez de programmes, ça donne envie un petit peu, on a envie de savoir quels sont les programmes que vous retenez, Caroline Delgado-Rodos, allons, 2, 3, 4 programmes éventuellement qui vous semblent importants dans la vie de REI Habitat, ceux qui vous tiennent à cœur. Alors, quelques exemples. Il y a par exemple l'immeuble Le Bourg à Montreuil, qui est un immeuble emblématique parce que il est, au-delà de l'immeuble en bois, il est aussi structurant des valeurs de vivre ensemble et de commun. Et c'est un projet dans lequel il y a une partie qui a été travaillée avec les futurs acquéreurs autour d'un jardin de 600 m², où les gens se sont interrogés de savoir ce qu'ils voulaient faire dans ces parties communes. Bois éco-construction. Exactement. Et donc du coup, c'est aussi quelque chose qui fait qu'il y a une forme d'appartenance et d'engagement des personnes qui achètent ce type de logement. Aussi, donc de quelle façon ils ont envie de vivre ensemble et de se partager les espaces communs, mais également de cultiver dans ces espaces-là. Et donc ce projet témoigne vraiment de cette partie-là. Un autre projet que je peux vous citer, c'est l'immeuble Esther à Rennes-sous-Bois. C'est pareil, un projet très emblématique en bois, où on s'est vraiment posé la question de la traçabilité du bois. Et c'est avec ce bâtiment qu'on a travaillé justement sur les certifications et labellisations Bois de France et PEFC, et c'est quelque chose qui nous permet aussi de vraiment aussi avoir un retour sur les sujets de la traçabilité du bois et de la progression finalement de la filière, de quelle façon elle se structure et de quelle façon on peut intégrer justement le bois français dans nos projets. Donc celui-ci est aussi très porteur de ces convictions qui sont les nôtres. Et puis j'en cite un dernier qui lui n'a pas encore vu le jour, qui est dans le 13e arrondissement. C'est un projet qui s'appelle Woodup, qui est un bâtiment emblématique de 15 étages. Et de 132 logements, qui se situera dans la ZAC. Une autre échelle, là, Une autre échelle, exactement, mais un immeuble très visible puisqu'il est sur la Seine. Voilà, et dans lequel on est aussi très engagé dans la réalisation de ce projet en bois. Et pour vous, Julien, Woodeum, comment difficile de choisir parce qu'on est attaché à chaque projet, mais si je devais en choisir quelques-uns, d'abord je citerais le premier, parce que c'était le premier justement, une aventure à Rissorangis sur un terrain aménagé par Grand Paris Aménagement qui nous a tendu la main et donné la chance de faire cette première opération, qui était un ensemble de 140 logements, un des premiers bâtiments de France labellisés bâtiment bas carbone, dessiné par Jean-Michel Villemotte, et c'était à l'époque la prise de conscience que le bois pouvait permettre de réaliser cette grande échelle, puisque ce bâtiment était le plus grand
bâtiment résidentiel d'Europe quand on a démarré ces travaux en 2014. Et puis après, je vais citer dans les plus récents, on a un très beau chantier à Rueil-Malmaison, à nouveau avec Jean-Michel Villemotte qui fait 180 logements et qui est vraiment impressionnant parce qu'en plus il est au milieu d'un écoquartier globalement construit en béton. Donc on voit encore plus les singularités de ce mode de construction. Et puis le tout dernier, parce qu'on l'a signé vendredi dernier, donc il est encore tout chaud et on en est très fiers. C'est un ensemble de 15 000 m² à Lyon, sur donc Lyon Confluence. C'est le premier îlot bas carbone de Lyon. C'est un témoin aussi de l'engagement de ces villes qui sont en train de faire un virage et vraiment prendre des positions très engagées sur l'engagement écologique relatif à l'immobilier. Et donc 15 000 m², intégrant en plus une petite tour, un immeuble de belle hauteur, comme on dit, pour ce type d'immeuble qui fait 16 étages. Donc c'est la deuxième tour à l'actif de Woodéum. La première, c'était Hyperion avec Jean-Paul Viguier et Fage Immobilier. Et là, on en engage une deuxième. Donc à chaque fois, c'est un vrai défi technologique, très clairement. Là, en plus, c'est une très très belle architecture dessinée là, donc avec Ardel et Le Bihan et Insolite. Donc je suis très fier. Et puis c'est le dernier là qu'on a signé, donc c'est sympa. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du bois et de sa frugalité en matière de carbone. Quelles sont ses qualités intrinsèques ? Commençons par Julien cette fois-ci. Alors, il en a pas mal. Bon, d'abord, la première qualité, c'est que plutôt que d'émettre du carbone, il va le stocker. Donc là où on s'était habitué avec le béton à émettre en moyenne à peu près 500 kg de CO2 à chaque fois qu'on coulait un mètre cube, là, il stocke 500 kg de CO2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez du bois plutôt que du béton, vous évitez une tonne de CO2. Donc c'est un levier quand même très très important, puisqu'on se le rappelle, donc 25% des émissions de carbone en France. Donc tout à fait, oui. C'est quand même non négligeable. Et puis après, il y a une histoire de chantier qui est radicalement différente, puisqu'on va pouvoir réduire de 6 à 8 fois le nombre de rotations de camions, on va pouvoir gagner 4 à 6 mois de travaux. Donc quand on sait qu'aujourd'hui on construit de plus en plus les villes sur les villes elles-mêmes, ces enjeux, cette pression qu'imposent les chantiers aujourd'hui sur l'environnement, et bien là avec le bois, on arrive vraiment avec une solution hyper efficace. Et quand on visite des chantiers, ça saute aux yeux et tous les gens qui sont habitués au chantier découvrent une nouvelle manière de construire en visitant ce genre de chantier. En plus, j'ajoute, ça sent bon, ce qui est un truc qu'on découvre. Contrairement au béton, alors, malgré le masque, là, on est un peu amorti là, avec le masque, mais malgré tout, ça sent bon. Et puis après, il y a toute l'histoire du bâtiment fini, où grâce au bois, on va beaucoup mieux isoler. Donc là, on a pu mesurer sur les logements qu'on a pu livrer. Les gens ont en moyenne divisé par 4 à 5 fois leur facture de chauffage. Donc ça, l'isolation, c'est hyper important. On va avoir aussi un côté intéressant sur l'acoustique, parce que le bois était beaucoup utilisé dans les salles de concert. Là, en fait, on n'a pas l'effet de réverbération qu'on peut avoir dans des salles. Donc là, on est dans un studio, c'est un peu différent, mais qu'on peut ressentir dans d'autres salles. Et puis... un studio insonorisé aussi, voilà. on a de la chance. Et puis après, il y a tout un nouveau pan sur lequel on avait des intuitions quand on a démarré, qui est tout ce qui est relatif au bien-être. Et donc là, on sentait ça, on entendait nos habitants qui nous disaient vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais il y a quelque chose de mieux dans ce genre de logement. Et donc on a fait un travail hyper intéressant en début d'année dernière avec Florence Avia et le professeur Lepelletier sur les bénéfices qu'apporte le bois à la santé de ses usagers. Et en fait, là, c'est à nouveau la boîte bonne surprise, puisqu'on découvre qu'au contact et à la vue du bois, la pression artérielle baisse, la fréquence cardiaque baisse, le stress du coup diminue, la productivité s'améliore, donc ça c'est une notion qui intéresse pas mal les gens qui font des bureaux, la qualité du sommeil s'améliore, enfin voilà, tout ça, c'est absolument passionnant parce que ça vient accompagner en fait l'intérêt écologique de ce mode constructif. D'accord. Alors, quelle est je vais donner la parole cette fois-ci à Caroline Delgado-Rodos. Quid de la perception du bois pour les Français ? On a vu effectivement avec un début de réponse avec Julien Pemzec, mais vous avez eu déjà des retours de certains de vos habitants. Comment ça se passe ? Alors,
juste avant de vous répondre sur cette question-là, je vais donner un complément quand même à ce que vient de dire Julien, c'est que... Allez-y, faites. Enfin, sur la partie bois, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il y a aussi le sujet de l'économie circulaire et du réemploi. On a, oui. À l'intérieur de RUI Habitat, je ne l'ai pas précisé, une société qui s'appelle Remake, qui permet aussi de réutiliser les chutes de bois sur nos chantiers, et donc qui permet en complément, effectivement, d'avoir des halls ou ce type de choses qui peuvent être, ou le mobilier qui se situe dans les parties communes, qui peut être en réemploi et qui participe finalement de ce confort au quotidien parce qu'il sera en bois et que les gens y trouveront du confort. Et puis, dans l'économie circulaire et le circuit court, il y a aussi, encore une fois, tout le bois qu'on peut avoir à proximité finalement de nos opérations, qui se situent en France entière et qu'on peut aussi sourcer de manière proche. Et ça, c'est très important. On en reparlera de la filière bois, d'ailleurs. Et ça participe effectivement aussi de l'appréciation qu'en auront les gens. Et j'arrive à votre question, c'est que il y a eu pas mal d'a priori. Moi, j'ai travaillé depuis une dizaine d'années sur des projets bois et il y a à la fois chez les investisseurs, mais également chez des gens qui ne connaissent pas tellement ce matériau, beaucoup d'a priori. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une meilleure perception du bois parce que d'abord, il y a plus de projets. Et c'est vrai qu'en étant chacun acteur avec de nouveaux projets, on participe à la meilleure connaissance de ce matériau. Et donc, je dirais que ça vient de plus en plus, finalement, dans les mœurs, c'est quelque chose qui est plus naturel. Mais on a besoin de produire encore beaucoup plus de bois de façon à ce que les gens puissent s'approprier le bois. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident aujourd'hui. En tout cas, pas a priori quand les gens ne connaissent pas effectivement les qualités de ce matériau. Selon vous, quel est le plus gros a priori des gens ? Moi, très bêtement, je vais dire ce serait le feu. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent peut-être faire peur ou donner un peu de réserve quant à habiter dans un immeuble en bois ou... Alors le sujet du feu est évidemment un élément très important qu'il faut prendre du temps à expliquer parce que c'est vrai qu'au premier abord, souvent les gens pensent que c'est un matériau qui peut effectivement avoir des caractéristiques qui sont moins bonnes au feu, ce qui est totalement faux. Donc ça nécessite effectivement de passer un peu de temps à l'expliquer. Et puis peut-être il y a un a priori sur effectivement le fait qu'on construit depuis de nombreuses années avec des matériaux qui sont entre guillemets... je ne sais pas si on dit solide, en tout cas qui rassure les gens. Et c'est vrai qu'il y a quand même le béton, la pierre, qui sont des choses qui, effectivement, dans l'imaginaire collectif, nécessitent qu'on puisse déconstruire en tout cas l'image qu'en ont les gens. Et puis redire que dans les siècles passés, on construisait en bois et qu'il y a aujourd'hui des bâtiments qui ont 400, 500 ans et qui sont encore sur pied, ce que les gens ne savent pas forcément en fait. Oui, on le voit en se baladant forcément dans certains vieux centres de villes, tout à fait. Et en parlant des villes... Parlons aussi du sentiment des municipalités. On parle souvent que le premier problème pour un promoteur, c'est d'avoir son permis de construire. Le deuxième problème, c'est de surmonter les recours. Bon, il y en a d'autres après, mais quel est le sentiment d'acceptation des municipalités quant à la construction bois ? Il a véritablement, il a vraiment évolué. Parce que je dirais qu'il y a encore 5 ou 6 ans, c'était pas forcément très bien compris et je pense qu'on a assimilé pas mal la construction bois à la construction de cabanes en bois et donc avec une architecture un peu trop rigoureuse, pas très enthousiasmante et donc là on a pu vraiment opérer un vrai virage et nous dans le projet en associant des grands noms d'architecture on a montré en fait que le bois il avait tout à jouer en termes d'esthétisme et il savait aussi s'intégrer à des architectures, des codes qui étaient souhaités dans certaines villes. Donc chez Woodéum, on a appris à poser de la pierre sur la structure bois, de la brique, de l'enduit, du verre, du métal, tout ça pour produire des architectures adaptées aux villes. C'est pas tout le temps hyper moderne, tout le temps traditionnel, c'est juste être capable de s'adapter à son environnement. Donc ça, c'était un aspect important. Le deuxième aspect aujourd'hui, très clairement, c'est le fait que l'écologie soit plus un parti. Aujourd'hui, tout le monde s'empare de cette valeur écologique. On a beaucoup parlé de la vague verte lors des municipales de l'année dernière, mais finalement, cette volonté d'écologie, elle ne s'exprime pas que dans les communes qui sont marquées vert. Elle s'exprime dans toutes les communes. Tout le monde revendique le droit à avoir des immeubles écologiques dans les villes. Et puis, je dirais que ça, en plus, ça s'accompagne d'une vraie prise de conscience des Français. Nous, on a fait en fin d'année là, un test, un sondage avec l'IFOP, qui a interrogé les Français pour savoir un peu où ils en étaient en termes d'attente au niveau de l'habitat. Il y a des choses très frappantes qui ressortent. On voit qu'aujourd'hui, il y a 3 Français sur 4 qui ont pris conscience de l'impact écologique de l'habitat sur le réchauffement climatique. C'est tout à fait nouveau, ça. Et deuxième point, il y a 80% des Français qui considèrent que construire bas carbone est la mesure la plus importante et urgente
sur le tableau des choses à améliorer dans le paysage industriel français. C'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que cette préoccupation, elle est même passée devant l'attente qu'on a vis-à-vis de l'automobile ou des transports. Enfin, donc c'est très frappant. Mais finalement, c'est quelque chose c'est un curseur que vous avez vu changer, parce que je sais que vous faites des études régulièrement. Il y a une vraie évolution. Il y a une vraie évolution. Je pense que très clairement, la crise sanitaire, elle a amplifié les attentes qu'on pouvait exprimer vis-à-vis du logement. On a vu que c'était important de d'être bien dans son logement. Même maintenant, il faut qu'on puisse même travailler dans son logement. Enfin, c'est une vraie évolution fondamentale. Et donc, les exigences, elles sont augmentées. Et puis les gens aussi font quand même un lien avec les enjeux climatiques, cette crise sanitaire dont on a du mal à se sortir. Donc voilà, ils ont envie d'être acteurs de ça aujourd'hui. D'accord. Alors, ils ont envie d'être acteurs. Vous parlez un petit peu de toute la population française. Les maires représentent ces populations. Caroline Delgado-Rodós, même question sur ces municipalités. Et sur cette acceptation, est-ce qu'il est plus facile, par exemple, d'avoir un permis quand on mène un projet immobilier en bois quel est le taux, par exemple, d'opposition que vous pourriez avoir avec des éventuels recours, ou est-ce qu'il y a une modification là-dessus ? Alors, je ne peux pas vous donner un chiffre, mais c'est vrai que le taux d'acceptabilité est évidemment meilleur quand on fait du bois, à la fois évidemment, comme vous le dites, auprès des municipalités qui ont été réélues quand même en pleine crise sanitaire, donc qui aussi, à la fois, on a vu, il y a eu beaucoup de changements de municipalités, donc elles ont à la fois des vraies convictions sur ces sujets-là, et c'est vrai que le phénomène d'accélération de la crise fait qu'elles sont d'autant plus porteuses de ces sujets, parce que finalement, les personnes qui vivent dans leur commune sont, elles, porteuses aussi de ces questionnements, de savoir justement comment, finalement, dans notre consommation, on peut avoir un impact sur, effectivement, le réchauffement climatique. Donc, les gens se posent beaucoup de questions depuis de nombreuses années sur la nourriture. On voit vraiment qu'aujourd'hui, ils se posent beaucoup plus de questions qu'ils ne se posaient avant sur, effectivement, leur consommation d'immobilier, sur leur logement, évidemment. C'est très important. Alors, parlons maintenant un peu plus immobilier et parlons des investisseurs. Quel est l'appétit de ces investisseurs pour ces projets bois, et comment est-ce que ça a évolué ? Est-ce que c'est venu récemment, ou il y a quelques années, au moment par exemple des naissances de vos différentes structures ? Alors, moi je dirais, l'appétit des investisseurs, il a toujours été présent par rapport à cette volonté de faire des engagements responsables, mais là il est de plus en plus éclairé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a quand même considéré qu'être écologique, c'était avoir une facture en euros très faible sur le compteur, donc parce qu'on raisonnait exclusivement réduction du kilowatt. Là, on est passé de cette économie-là à l'économie d'une analyse du cycle de vie complet, et d'ailleurs la RE 2020 va être mise en place là dans quelques mois maintenant, on n'a jamais été aussi proche de sa mise en place, elle a compris ça, et donc on va être un des premiers pays au monde à mesurer l'empreinte carbone globale d'un bâtiment plutôt que simplement sa facture kilowatt. Ça c'est intéressant, et les investisseurs ont bien compris ça, et donc aujourd'hui ils sont en recherche de ce type d'investissement de plus en plus. Il y avait souvent ces investisseurs, ils sont quand même très pointus techniquement, donc il fallait réussir l'enjeu de convaincre sur des valeurs de bâtiments pérennes, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui investissent juste pour quelques années, hein. Enfin, il faut que les bâtiments apportent toutes les garanties de confort, de qualité esthétique, de qualité intérieure, et donc la construction bois fait tous les progrès. Aller peut-être un peu plus loin que les certificats d'économie qu'on peut voir, type HQE, BREEAM, tous ces labels. Oui, voilà. Bon, moi je l'ai dit tout à l'heure, on labellise toutes nos opérations bâtiments bas carbone, donc ça c'est très clair c'est un signe très clair pour eux et qui correspond bien à leurs attentes. Et nous on a pu voir l'année dernière, on a fait vraiment un nombre important de ventes auprès de ces institutionnels. Generali, Cardiff, la Française ou d'autres qui sont très très intéressés aujourd'hui par ce type d'actifs, que ce soit en immobilier d'entreprise comme en résidentiel. D'accord. Et pour vous, Caroline ? Oui, c'est pareil, effectivement, on sent vraiment, d'abord depuis de nombreuses années, effectivement, les investisseurs s'interrogent et ils augmentent finalement leur part vertueuse, entre guillemets, dans leur patrimoine, donc c'est évidemment très important. C'est vrai que les labels, c'est aussi pour eux
la certification que ce sera le cas, et donc ça leur permet aussi de justifier, je dirais, du patrimoine qu'ils achètent. Mais en complément, on le sent aussi chez des investisseurs qui sont moins gros et qui peuvent acheter des sujets qui sont moins importants, et notamment chez des investisseurs intermédiaires sur du logement, effectivement, qui aussi aujourd'hui ont envie d'avoir dans leur patrimoine des choses qui sont plus écologiques et effectivement qui ont moins d'impact sur la planète. Ça, c'est très important, je trouve, depuis et d'ailleurs, la crise. pour votre société, j'imagine que l'arrivée d'AXA au sein de votre capital a dû jouer énormément. Quelle a été la motivation? Comment est-ce que ça s'est fait, d'ailleurs? La motivation d'une société, effectivement, comme AXA IM Real Asset, c'est de pouvoir justement avoir un impact, effectivement, sur la production de la ville, et puis de vraiment pouvoir être acteur de cela. Alors, c'était ça, la motivation. Mais la deuxième motivation, AXA est le deuxième propriétaire français de forêt. Et donc, il y a vraiment l'idée aussi de pouvoir travailler directement en fait, avec les bois d'AXA dans nos immeubles. D'accord. Récemment, récemment dans l'immobilier, en juillet dernier, le label ISR a pu être accessible à toutes les différentes structures de pierre-papier. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez vu un appétit de la part de cette typologie d'acteurs suite à ce label ISR? Je ne sais pas mesurer si ça a accéléré, parce que je considère vraiment que les investisseurs étaient déjà dans cette démarche de router leurs investissements vers des bâtiments engagés durablement et écologiques. Donc est-ce que ça a accéléré? Est-ce que c'est... Moi, je ne saurais pas mesurer. J'ai toujours vu qu'il y avait un intérêt fort de ces investisseurs pour l'immobilier écologique. Donc c'est certainement un gage de plus, parce que peut-être que ça va en faire venir plus. Peut-être que ça aidera aussi l'investisseur particulier à mieux flécher lui ses investissements, parce que là c'est très clair, enfin, ça recoupe ce qu'on vient de se dire, c'est que les particuliers eux aussi ils veulent savoir où va leur argent et pour quel type d'actifs ça va être utilisé, et là la valeur ISR elle a beaucoup de sens parce qu'elle éclaire le donneur particulier vers ses placements. Tout à fait. Même chose pour vous, Caroline Delgado-Rodós. Bien sûr, exactement. C'est vraiment quelque chose finalement qui est la continuité de ce qui se fait depuis plusieurs années et qui effectivement fait qu'on va pouvoir produire plus de volume de nos immeubles. Un nouveau relais donc pour de nouveaux investisseurs. Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez des premiers retours d'habitants dans vos maisons bois? Oui. Et puis même on est vraiment en colle à l'actualité de ces bâtiments qu'on livre, parce que c'est très important. On est globalement quand même dans la construction bois en train d'écrire les premiers d'une série qu'on espère la plus longue possible, hein. Et donc même si on a l'impression d'en produire beaucoup, en réalité ça représente une part encore qui représente à peine 10% de la production globale. Tout à fait. Il faut garder en tête un patrimoine immobilier en France qui est quand même assez énorme. Exactement. Et qui va prendre beaucoup de temps à rénover, réhabiliter. Donc il y a un vrai enjeu du coup à bien suivre les retours d'expérience de ces bâtiments. Là, ce qu'on voit, c'est que les habitants ils sont heureux, donc ça c'est sympa, parce que les promesses qui ont été faites en termes de livraison, en termes de qualité acoustique, de performance thermique, elles sont au rendez-vous. Et nous d'ailleurs on a une démarche très technique, très ingénieure sur ce sujet-là, parce qu'on suit les bâtiments pendant 1 à 2 ans suivant les bâtiments, mais pour mesurer la véracité des performances thermiques qu'on a promis 3 ans avant. Voilà. Et donc là on n'a que des bonnes surprises, puisque je le disais tout à l'heure, là on a pu mesurer une résidence notamment à Saint-Ouen, une autre à Ris-Orangis, où on a fait ces mesures là de division par 4 à 5 de la facture énergétique. Donc ça c'est super, parce que c'est très préhensible. Concret. C'est très concret. L'acoustique, on mesure 100% de nos logements avant la livraison en termes de performance acoustique. Donc là, on sait très bien où on est, et on a pu mesurer qu'on avait en fait un affaiblissement acoustique multiplié par 2 par rapport aux normes réglementaires acoustiques, par rapport justement aux technologies qu'on développe sur l'ensemble de nos immeubles Oudéum. Et puis après, je dirais, ce qui est assez intéressant, c'est de voir le vrai sentiment d'appartenance et de fierté qui se dégage de nos acquéreurs. C'est-à-dire que c'est pas seulement un logement, c'est un logement engagé et écologique, dont les gens en fait sont fiers de raconter l'histoire. On a l'habitude, nous, dans nos logements, de laisser un mur de bois apparent, et les gens souvent vous reçoivent avec vraiment la main sur le mur pour rappeler la naturalité du bâtiment, et ça c'est absolument génial d'avoir ces retours-là. Ouais.
C'est vrai que c'est tout un art de revivre autour de l'écologie et au-delà effectivement des performances techniques des logements. Alors on a plein de projets qui sont réalisés, donc on a beaucoup de retours. Il y a effectivement toute la partie collective et commune. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait des parties communes, est-ce qu'on fait un potager, comment on habite ensemble cette partie-là. Et c'est vrai qu'il y a un vrai engagement des gens et c'est quelque chose qui est très important pour eux. C'est pas uniquement leur logement et leur cellule dans laquelle ils sont. Et donc ça pose aussi la question des modes de déplacement, et donc on travaille aussi beaucoup et on voit beaucoup de retours de gens qui s'engagent aussi dans la motorisation électrique, que ce soit en voiture, mais également sur le vélo électrique. Et donc il y a tout ce type finalement de comportement qui changent et pour lesquels les gens se posent des questions au-delà du logement lui-même. Une approche beaucoup plus holistique, par exemple, que simplement livrer un bâti, quoi. Tout à fait, exactement, et beaucoup plus global, oui. Alors, passons maintenant à la filière bois. Oui. En l'occurrence, je vais vous laisser la parole, Caroline Delgado-Rodos, sur la filière bois française. Quelle est sa santé ? On s'imagine que la filière bois est naissante. Alors la filière bois n'est pas naissante, il y a 430 000 emplois dans la filière bois française, c'est autant que dans l'industrie automobile. C'est une filière qui malgré tout est entre guillemets sous-exploitée, en tout cas qui n'est pas à la dimension des forêts qu'on a en France. Pour vous donner un rapport, en Allemagne, il y a 11 millions d'hectares de forêt pour 1 million d'emplois, alors qu'en France on a 17 millions d'hectares pour 430 000 emplois. Donc on voit bien que un décalage. Oui, exactement. Donc, mais le décalage, il est aussi lié à l'utilisation et à l'usage qu'on fait du bois. Donc il y a tout un travail effectivement de structuration de la filière qui est fait par plusieurs, organismes, et notamment l'État investit beaucoup à travers la BPI dans la filière française, ce qui va aussi aider finalement à produire plus et à utiliser de plus en plus le matériau local. Parlons de la filière que vous utilisez. Vous, c'est plutôt la technique, le CLT. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, nous, on a commencé à développer nos bâtiments donc, avec le bois massif CLT, qui est une invention française d'après-guerre, qui a été noyé dans le raz-de-marée du béton, qui est aussi une invention française, et puis qui a été remis au goût du jour par les Autrichiens et les Allemands dans les années 80-90. Et qui est en train là de se redévelopper aussi à l'échelle française. Je rappelle, Caroline l'a souligné tout à l'heure, mais la forêt française, c'est une des plus grandes forêts d'Europe. Donc en fait, on a la matière première, donc ça c'est juste génial parce qu'on pourrait partir de très très loin. Ce qui nous manquait aujourd'hui, c'est les outils de transformation. Et on ne peut pas en vouloir aux industriels, c'est qu'il n'y avait pas de demande. Là, avec tout le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail collectif engagé par les territoires, les aménageurs. Et vous stimulez la demande. Exactement, on est en train de créer l'offre, on est en train surtout de donner de la longueur de vue. On a signé récemment le pacte FIBois. C'était bien ce sens-là. On s'est rassemblés à une petite trentaine d'acteurs pour donner de la longueur de vue aux industriels qui puissent savoir quels allaient être nos besoins sur les 4 années qui viennent. Et chacun, après, on a pris des engagements pour que ça aide les industriels à se dire bah oui, ça vaut le coup, là je vais les mettre les 15, 20, 30 millions d'euros parce qu'on parle quand même d'investissements conséquents. Et à partir de là, on va pouvoir se mettre à transformer le bois. Et ça, c'est une dynamique et une effervescence qui est hyper intéressante. Elle a énormément évolué parce que très clairement, il y a 6 ans, quand on faisait un appel d'offres pour construire un immeuble en bois, on priait pour qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien le construire. Là, aujourd'hui... Vous parlez justement d'aller chercher des sociétés qui pouvaient vous fournir... Qui étaient capables de construire. Autant. Même de construire déjà. D'accord. L'enjeu, c'était construire. Là, en espace de 6 ans, on a bien vu, on a des super ingénieurs en France, donc l'ingénierie, elle s'est extrêmement développée. Moi, je parle souvent de French Tech du bois, parce qu'il y a vraiment eu ce virage dans tous les bureaux d'études. Il y a des gens qui ont voulu s'y mettre, il y a même des bureaux d'études qui se sont créés pour ça. Donc, il y a ça qui existe. Les architectes aussi s'y mettent. Les entreprises se sont professionnalisées et on a vu les majors créer des filiales dédiées, et puis les entreprises plus petites vraiment reprendre des couleurs grâce au chantier qui démarrait. Donc tout ça est en train de s'organiser et de donner vraiment une trajectoire qui est hyper intéressante pour la construction bois et la construction bas carbone de manière générale. Parce que je rappelle aussi, l'enjeu planète, c'est réduire l'empreinte carbone. Donc on a un vrai enjeu à aller prendre le bois au bon endroit, qu'il soit transformé aussi de manière vertueuse. Parce qu'il peut y avoir aussi là des vraies pertes en charge sur l'engagement carbone à ce moment-là. Et puis derrière, des entreprises qui vont être capables de le mettre en place correctement.
Parce que votre bois, vous le sourcez, vous, en Autriche, Nous, on c'est a ça? plusieurs sources, hein. On a la France, l'Autriche, l'Allemagne. Tout dépend en fait du mode constructif qu'on utilise, du chantier. Et sur chaque chantier, c'est adapté. Sur l'ossature, on a des canaux qui peuvent être très courts. Sur le bois massif, là, on peut être amené à aller en Autriche, en Allemagne ou en France aussi, parce qu'il y a un industriel qui s'appelle Pifto, par exemple, là, qui a lancé des lignes de production pour faire lui aussi du bois massif. Donc ça multiplie maintenant les canaux, et ça, c'est intéressant. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est effectivement la production d'immeubles qui fait que chacun se spécialise, les bureaux d'études et les entreprises ont effectivement plus de possibilités. Moi, je me souviens d'avoir étudié un premier immeuble en 2008, en bois, à l'époque où personne faisait du bois. C'était très compliqué même de trouver des BET parce que finalement, ils n'étaient pas tellement axés sur ce type d'immeuble. C'était un très gros immeuble de bureau. Et c'est vrai que c'était très difficile. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, ils se sont spécialisés. Il y a plus d'ingénieurs bois. Et aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui augmente et qui se professionnalise et devient vraiment de très grande qualité et au service de nos projets, qu'on espère nombreux dans les prochaines années. Eh bien, je vous les souhaite aussi, en tout cas. Julien Pemzec, Caroline Delgado-Rodos, je vous remercie énormément pour ces éclairages. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci.